Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Alors, au programme. D'abord, un entrepreneur que j'adore. Il est déjà venu d'ailleurs, Jean-Claude Puerto. Voilà. Mais alors, pour le coup, qui nous parlera en tant que président de l'association des anciens élèves de l'INSEC. Tu nous raconteras ce que c'est que l'INSEC. L'idée, c'est mobilisation pour les stages étudiants. Vous êtes dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous êtes concerné. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on en parle avec Jean-Claude. Donc, on va démarrer avec ça. C'est sûr que ça va être très compliqué. Mais pour les étudiants, c'est tout simplement valider parfois des cycles de 5 ans d'études. Donc, il est clair qu'il faut se mobiliser. Ensuite, alors, mais ça aussi, on en parlera avec Pierre-Yves Guis, le directeur général de Paris La Défense. Je crois que vous êtes sans doute, vous êtes sans doute pas des centaines de milliers encore à nous regarder, mais si vous l'étiez des centaines de milliers, en fait, à avoir envie de retourner à la Défense. Qui l'eût cru, quoi, hein. Avoir envie de retourner au bureau, avoir envie de retourner à la Défense. Donc, on va voir ça avec celui qui est en charge de l'aménagement de la Défense. On ira prendre des nouvelles de ce qui se joue dans le centre de la France en termes de publicité et de réinvention de la publicité. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, on continuera cette grande conversation, hein, la grande conversation du moment, autour du développement durable, autour de que doivent faire les entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent en faire toujours davantage et surtout rendre encore plus concret leur impact quand elles veulent lutter contre le réchauffement climatique. C'est un des grands soucis aussi de Jean-Claude Puerto en tant que loueur de voitures. Bon, ce sera Fabrice Bonifay qui viendra nous voir pour finir Bismart. C'est parti. On démarre donc avec Jean-Claude Puerto, le fondateur de UCAR. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane. Donc, loueur de voitures, mais en l'occurrence, président de l'association des anciens élèves de l'INSEC, avec 2 E au milieu. J'ai regardé 16 grandes écoles et écoles spécialisées, c'est ça l'INSEC ? Oui, on a presque 100 000 anciens. C'est une vieille école. Moi j'y étais il y a très 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 longtemps. Gestion, business, commerce, oui, tout ça. C'est une école de commerce avec des masters. Et donc l'idée, toi, ton souci, ton sujet aujourd'hui, c'est mobilisation pour les stages étudiants. J'ai publié une tribune dans La Croix au mois de mai 2020 parce que ce soit en tant que patron, où j'ai bien vu à ce moment-là que ce rendez-vous qu'on avait toutes les entreprises au mois de septembre pour accueillir des nouveaux étudiants, il allait poser problème. Ouais, on n'était plus à essayer de sauver nos boîtes et à mettre les gens en chômage partiel qu'à accueillir les jeunes. Donc on savait bien, là, tu vois, en tant que patron, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Évidemment, je n'étais pas le seul. Hein. Et en tant que président des anciens, ça a commencé par la fermeture des frontières. Tous ces gamins qui avaient des stages à l'étranger, prévus, et qui, à un moment donné, se sont retrouvés à devoir rester en France à chercher des stages en catastrophe. C'est vrai. Et là, si tu veux, on a vu le désarroi, parfois la détresse de ces gamins, à qui il a fallu trouver des stages en urgence, en se disant, attention, là, c'est le début. C'est le début, parce que derrière, ils vont avoir des problèmes d'emploi. Et donc, j'ai fait un appel à la... J'ai presque envie de dire, Jean-Claude, et je pense que tu le penses de la même façon, les problèmes d'emploi juste derrière sont presque moins graves. C'est-à-dire, le stage, comme je le disais, c'est la validation d'un cursus à un moment. C'est là que c'est quand même très très chaud, quoi. Si tu veux, c'est les deux. C'est la validation d'un cursus, c'est le premier pas dans la vie du travail. On est d'accord. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, si tu veux, j'avais fait un appel à la solidarité en disant, il faut s'en occuper maintenant. Et on voit bien que quelques mois après, presque un an après... C'est ça, c'est le problème, c'est qu'il faut remettre le couvert. C'est-à-dire que personne n'imaginait, quand tu l'as écrite, que un an après, le problème se poserait à nouveau. Et là, on est en mai 2021, enfin, on approche de mai 2021. Voilà. Non, le problème, si tu veux, pour moi, ce désarroi, cette détresse des jeunes, on la retrouve à 3 niveaux assez distincts qui sont interpénétrés, qui se potentialisent. Alors, vas-y. Un problème économique. Hein, si tu veux, ils avaient planifié, ils avaient budgété leur entrée dans la vie du travail. Ouais. Sauf que le problème, c'est que la vie du travail, leur premier salaire, il prend du retard. Donc il y a un problème économique à régler. Il y a un problème professionnel. C'est le problème du stage que tu as évoqué. Il faut absolument que les jeunes ne restent pas chez eux à tourner en rond dans leur appartement. Donc, si tu veux, le stage, comme le premier emploi, ce sont les fondations de la carrière d'un jeune. Il va s'appuyer là-dessus, ça va être ses premières références, ça va le lancer dans la vie. Il n'est pas question de rater ça. Or, nous, si tu veux, on sait qu'on est dans une situation exceptionnelle. Mais le gamin qui arrive dans le monde du travail pour son premier emploi, lui, il n'en aura qu'un seul premier emploi. Oui, mais enfin, il est conscient quand même aussi que c'est particulier quand même. Y compris certains d'entre eux accueillis à distance, accueillis à travers Zoom, enfin voilà quoi.
ils sont en souffrance. Ouais. Ils sont en souffrance. Et je crois que... je redis, il ne faut pas qu'ils restent à la maison. Il ne faut absolument pas qu'ils restent à la maison. Et je crois que se pose la question du statut de l'étudiant Covid. Tu vois, s'il faut augmenter la taille de la période d'étudiant, tu vois, s'il faut faire un an de statut d'étudiant en plus pour qu'ils puissent avoir accès au stage, pour qu'ils puissent avoir accès au stage et donc rentrer dans l'entreprise. Parce que tu mets le doigt sur, alors il faut le préciser là-dessus, tu mets le doigt effectivement sur un sujet compliqué, qui est qu'à un moment, fin d'études, pas encore en emploi, zéro statut. Voilà, ils ne sont nulle part en fait, l'ensemble de ces gamins. Exact. Voilà. C'est 700 000 personnes une cohorte, chaque année. Ouais, c'est 700 000 personnes. Et donc il est... Tant pis si on ne trouve pas d'emploi. Moi, je ne peux pas dire que nos entreprises sont encore capables, celles qui sont vraiment impactées par le Covid, ne sont pas capables aujourd'hui de recréer de l'emploi de jeunes. Mais elles sont capables de créer des stages pour prendre des étudiants, pas le laisser sur la touche. Si tu veux, je crois qu'il y a une sorte de spontanéité, quelle que soit sa responsabilité dans l'entreprise, pour dire, allez, chef, il faut créer un stage. J'ai besoin de créer un stage. Il faut cette mobilisation. Tu as été écouté ? Ah oui. Enfin, en tous les cas, sur les entreprises dans lesquelles sont des anciens de l'INSEC, j'ai été écouté, bien sûr. On a créé énormément de stages. Je dirais que c'est à notre main. Si tu veux créer un emploi, il ne faut pas se rêver, c'est pas à la main de tout le monde. Créer un stage, je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est à la main de tout le monde. Ouais. Mais alors, tu insistais aussi sur le fait que les écoles devaient assumer leurs responsabilités. Écoute... Le secteur éducatif, c'est un secteur qui souvent est dans un système associatif, qui n'a pas vocation à gagner de l'argent, qui souvent gagne quand même beaucoup. Et il me semble que s'il y a un moment où il faut mettre la main à la poche, les aider, peut-être en abaissant les frais de scolarité, c'est maintenant. Et je ne suis pas très, très content de voir la manière dont c'est géré. Là, tu n'as pas écouté. Là, pour le coup. Là, j'ai l'impression... je veux prendre un peu leur défense. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se sont retrouvés dans une situation qui était une situation très, très, très compliquée. Enfin, eux-mêmes, ils ont des business à faire tourner d'une certaine manière. Oui, mais il y a différents statuts dans ce domaine-là de l'éducation supérieure. Il y a des statuts commerciaux. Ouais. Et puis il y a des statuts associatifs. Ouais. Et dans ces statuts associatifs, tu as bénéficié d'avantages fiscaux. Tu ne payes pas de TVA, tu ne payes pas d'impôts. Donc, il ne faut quand même pas se comporter comme si c'était une entreprise purement capitaliste. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit problème. Il est retombé ce débat, malheureusement. Moi, je dois avouer que j'étais à front renversé là-dessus. Plutôt libéraux, plutôt méfiants sur la dépense publique. Mais il y a eu un débat à un moment sur le RSA jeune. Et sur, alors même des initiatives très intéressantes, je me souviens d'une lancée par Stanislas Guérini, qui est le patron de La République En Marche, un prêt de 10 000 euros pour chaque jeune, taux zéro, qu'il ne rembourse que s'il trouve du travail d'ailleurs. Enfin, c'était un dispositif assez bien fait. Tout est retombé là, ça y est, on n'en parle plus malheureusement. Comment est-ce que tu te positionnes là-dessus ? Plusieurs banquiers, je trouve, si tu veux, que un peu comme pour les entreprises et le PGE, on est devant un problème de financement de cette période. Ouais. Que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un gamin qui va trouver du boulot. Ouais. Il faut assurer ce financement. Bon, moi, je ne suis pas très subvention. Je ne suis pas très aide à fond perdu. Hein. Par contre, un crédit remboursable à taux très, 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 très bas. Tant mieux si c'est zéro, en tous les cas, sans gagner d'argent. Hein. Sur une durée longue. Je crois que ça, c'est la taxe Covid qu'on est tous prêts à avaler. Tu vois, qu'on soit entreprise, qu'on soit particulier. Si un gamin rembourse 50 € par mois pendant les 10 ans qui viennent, c'est... Pardon Jean-Claude, mais je trouve ça profondément injuste. Dis-moi. Mais l'ensemble des salariés de ce pays, enfin en tout cas, on va dire les 4 derniers déciles, voilà, quand même, ont, sans doute sans le vouloir, épargné des sommes considérables. On va arriver avec sans doute 200 milliards d'euros non consommés. C'est pas de l'épargne, on est tous d'accord, c'est non consommé. Et face à ça, tu as peut-être un petit million de gamins, 1,5 million, 2 millions, qui sont dans la situation que tu as très bien décrite. Faire un emprunt et leur faire peser sur leurs épaules des dettes supplémentaires alors qu'ils démarrent, simplement parce qu'ils sont les victimes d'une situation dont ils ne sont absolument pas responsables, mais comme toi, comme moi, comme personne, je trouve ça profondément injuste. Oui, on n'est pas en opposition. Je suis d'accord, et ça pourrait être, tu pourrais avoir un système de parrainage sur les emprunts de jeunes. Intéressant. Tu vois, il pourrait y avoir, tu vas chercher un parrain, tu dis, moi je parraine un gamin sur 5 000 €, 10 000 €, ou des parties de parrainage. Ça pourrait être bien. Après, peut-être des sujets de déductibilité, mais je crois qu'il faut rester
rester dans cette bienveillance, dans cette solidarité, dans cette spontanéité intergénérationnelle. Donc, en tous les cas, si tu veux, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, il faut trouver des solutions. Oui, voilà, parce que la détresse, elle est là tout de suite. Exactement. Hein, et les vraies victimes, ce sont eux. Et les vraies victimes, ce sont eux. On est parfaitement d'accord. Et alors, tu peux d'autant plus le dire que tu es dans un secteur qui s'est pris la vague en pleine face, hein, la location de voitures. Juste un point, on va pas, et je te réinviterai d'ailleurs, mais tu avais déjà décrit comment tu avais affronté cette vague après la fin du premier confinement. Là, tu as une inquiétude sur justement les remboursements du PGE. Aujourd'hui, c'est ça ton sujet. C'est un point de vue. Globalement, tu as 6 ans, c'est ça, Jean-Claude, pour le rembourser, le PGE, mais 6 ans, quand tu as emprunté, quand tu as 25%, et je ne parle pas spécialement pour le car, mais pour ces franchisés, pour toutes les entreprises de bonne qualité qui doivent sortir de la crise, résister de la crise, pouvoir continuer à investir, ben c'est quand même 5%. 5%, 25 divisé par 6, 4 et des brouettes pour cent. C'est quoi? C'est pas ce qu'elle gagne souvent. C'est pas ce qu'elle gagne. Ça veut dire que la totalité des résultats... Alors attends, parce que tu m'apportes une info que j'avais pas. Si tu portes ton remboursement à 6 ans, c'est à 4% par an le taux d'intérêt? Non, si je dis qu'elles ont emprunté 25% de leur chiffre d'affaires. D'accord. Ça veut dire qu'elles vont devoir... Ça veut dire qu'elles vont devoir rembourser chaque année 5% de leur chiffre d'affaires. Mais non, parce qu'elles vont faire de la croissance. Mais c'est parce qu'elles gagnent. Peut-être elles feront de la croissance. Je trouve que c'est une durée trop courte. Je pense que 10 ans serait une durée plus raisonnable pour sauver les entreprises de qualité. Je ne parle pas des... Et sans doute, ça ne coûterait rien à personne. Ça ne coûterait rien à personne. Et je pense qu'il faudrait l'annoncer très rapidement pour que les gens passent à autre chose, pour que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs se remettent au boulot, se remettent à penser positif. Parce que tes franchisés, là, c'est un souci pour eux. Ouais, si tu veux, ça fait le troisième, là, tu vois, ça commence à être cher payé, quoi, le troisième confinement. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr... Mais ils ont déjà la dette dans la tête, là. Mais bien sûr, si tu veux, il y en a qui n'arriveront pas à rembourser, il y en a qui devront sacrifier leurs investissements, voire le retour pour l'actionnaire. Non, ça va pas. Si tu veux, sur 10 ans, ils sont prêts à l'accepter. Sur 5 ans, 6 ans, ça ne passe pas. Je trouve que c'est pas raisonnable. Et comme tu le dis très bien, ça coûterait rien à personne. Jean-Claude Puerto, le fondateur d'Ucar, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis. On repart donc avec le directeur général de Paris La Défense. Pierre-Yves Guis, bonjour. Bonjour. Pierre-Yves. Alors, je le disais en sommaire, vous n'étiez pas encore là, jamais, je pense, directeur général n'aurait rêvé qu'un certain nombre de salariés, en fait, rêvent de revenir à la Défense. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a un certain nombre, là, on l'entend beaucoup, qui ont quand même envie de retrouver le bureau, voilà. Et l'idée que, mais on va en parler justement, il n'y avait pas une attractivité folle à venir travailler à la Défense, ou alors peut-être que vous allez me contredire, mais c'est un peu l'impression que j'avais moi. Et là, l'idée que, ça y est, cette grande dalle avec ses tours devienne à nouveau attirante, je pense que, voilà, je le dis avec un sourire évidemment, mais je pense que c'est peut-être un cadeau pour vous en fait, pour démarrer. Comment est-ce que vous regardez? Parce que donc, nomination en novembre 2020. C'est ça. Vous n'avez connu la Défense, en tant que directeur général, vous n'avez connu la Défense qu'en tant TEMPS, que télétravail, type de télétravail. Alors, sachant que si on observe, oui, bien sûr, sachant que si on observe de manière peut-être un peu plus fine, on a déjà vu et on voit au jour le jour des variations. On a eu, par exemple, une reprise de la fréquentation assez marquée juste avant les fêtes de Noël. Il ne faut pas oublier que le quartier vit évidemment grâce aux tours de bureau, mais aussi par exemple grâce aux centres commerciaux. Ouais. Et on a constaté, mais on l'avait déjà constaté après la fin du premier confinement courant 2020, que dès qu'on ouvre un peu les vannes, dès que le gouvernement relâche la pression sur le confinement, le télétravail, les gens reviennent. On est à une fréquentation qui est à un étiage de 20-30% actuellement, donc c'est très faible par rapport à la normale. Mais dès que les contraintes ont été levées en 2020, on est passé rapidement à 60, 70, 80%. Et on s'attend, vous avez raison, à ce que les gens reviennent, alors sinon avec le sourire aux lèvres pour tous, en tout cas avec un certain entrain, dès que ce sera possible. Je crois qu'il y en a pas mal qui reviendront avec le sourire aux lèvres. C'est ce qu'on commence à percevoir. Je pense que beaucoup de vos invités vous disent la même chose. On est passé durant l'année 2020 par toutes les nuances du noir au blanc en matière de rapport au télétravail, de rapport au travail plus généralement. On a d'abord connu la période où la nouveauté du télétravail et la nouveauté de ces nouveaux rythmes de vie avait un pouvoir d'attraction important, séduisait beaucoup de monde. Et puis évidemment, les gens sont progressivement revenus. Et là, on est plutôt à l'opposé du spectre et avec une attente assez généralisée, autant des salariés
que des employeurs et que de tous les gens qui fréquentent la Défense en temps normal, de revenir. Peut-être pas tout à fait comme avant, mais en tout cas de revenir et de pratiquer de nouveau le quartier. Nous, ce que nous disent par exemple, les grands employeurs de la Défense, on en connaît un certain nombre avec lesquels on travaille régulièrement, notamment, par exemple, Saint-Gobain, là, qui a inauguré en pleine pandémie son nouveau siège social, c'est qu'ils sont obligés de retenir les gens. Bon, il y a aujourd'hui des règles qui s'imposent, mais ils sont obligés de retenir les gens pour les empêcher de revenir, parce qu'il y a vraiment un appétit à revenir sur l'ensemble de ces tours. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment, et ce serait une chance pour vous d'ailleurs, de pouvoir repartir sur une forme de page blanche autour de la définition de ce qu'est la défense et la façon dont elle peut évoluer? Alors c'est compliqué et ce serait présomptueux de vouloir partir d'une page blanche sur un quartier qui est déjà la sédimentation, la résultante de plusieurs générations de projets, de crises, de nouveaux projets, de relance, etc. On est sur une page qui est perpétuellement en train de s'écrire, perpétuellement en train de se renouveler. D'ailleurs, ça commence quand, l'histoire de la défense? Ça commence dans les années 50. Le premier bâtiment, c'était le CNIT, la voûte triangulaire. Ah oui, c'est le CNIT. Et après, c'est la Tour First, comme son nom l'indique, qui a été relookée récemment d'ailleurs. C'est un ensemble de tours. La Tour First n'était pas tout à fait la première. Ce sont plutôt des tours avec un plan très géométrique. Il en reste une notamment qui s'appelle la tour initiale, qui est tout à fait au bout, au métro Pont de Neuilly. Et puis voilà, puis on voit encore facilement aujourd'hui, quand on se promène dans le quartier, les différentes générations de projets qui se sont succédés. Et donc voilà, je ne pense pas qu'on parte d'une page blanche, mais en revanche qu'on ait un certain nombre de choses à repenser et à reconstruire, c'est assez certain. Pas forcément d'ailleurs en prenant le contre-pied de ce qui avait été engagé ces dernières années. Il y a beaucoup d'idées qui avaient été mises en œuvre soit par l'établissement public, les collectivités locales en matière d'attractivité, de végétalisation, par exemple de l'espace public, qu'il faut qu'on poursuive, qu'il faut qu'on accélère. Pareil, ce qui avait été fait en matière de développement de l'offre commerciale. Ouais. Et puis les propriétaires, les gestionnaires immobiliers, eux aussi avaient engagé ces dernières années un certain nombre de projets, de nouvelles générations de projets immobiliers, pas forcément de construction neuve, ça pouvait être aussi des remises à niveau, des remises en état d'immeubles plus anciens, mais avec des idées principales, des concepts architecturaux qui vont encore avoir beaucoup de sens à l'avenir. Alors, reprenons l'ensemble de ces thématiques. S'il y avait un sujet aujourd'hui qui vous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire s'il fallait définir, vous savez, c'est toujours le sujet, il y a plusieurs priorités. Vous. Alors, non, d'abord, juste en termes de gouvernance. Oui. L'établissement public Paris La Défense, donc, gère l'aménagement de la zone, délivre les permis de construire. Alors c'est l'État qui délivre encore les permis de construire. C'est l'État. Et vous-même, vous êtes sous une tutelle du Conseil général, des communes, quelle est la tutelle Alors l'établissement public dans sa forme actuelle, le quartier de la Défense, depuis l'origine, a toujours eu une administration publique, une entité dédiée pour s'occuper de son aménagement, de sa gestion. Donc on est passé par différentes phases d'histoire administrative comme la France sait si bien le faire. Ouais. Et dans la configuration actuelle, on a effectivement une seule entité qui s'appelle Paris La Défense, qui s'occupe de l'aménagement, c'est-à-dire transformer l'espace public, aménager l'espace public pour permettre la réalisation de projets immobiliers, qui s'occupe de la gestion de cet espace public, c'est-à-dire de son entretien, de son animation. Et qui est souverain par rapport... C'est parce que c'est les communes de Nanterre plutôt Courbevoie. C'est Nanterre plutôt Courbevoie, le département des Hauts-de-Seine, et puis on a aussi dans notre gouvernance la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France et la ville de Paris, puisqu'il y a un pas de deux historique entre la ville de Paris et Paris La Défense. Donc notre gouvernance, c'est tout ça à la fois, plus l'État qui... comme vous l'avez dit, a toujours le pouvoir de délivrer les permis de construire, donc de mettre en application les décisions que nous prenons, et puis qui évidemment continue de suivre attentivement ce qui se passe. Et donc ça veut dire que c'est une gouvernance collégiale entre l'ensemble des acteurs que vous avez nommés les décisions se prennent à plusieurs, quoi. Enfin. Tout à fait. C'est le pari qui avait été fait au moment de la création de cette forme actuelle, donc qui date d'il y a 3 ans, ça date de 2018. Avant, il y avait un établissement public de l'État et un autre des collectivités. Donc en 2018, on a mis tout ça dans une seule boîte, autour d'une même table, un même conseil d'administration, en faisant le pari, c'est un acte de décentralisation qui ne dit pas son nom, en faisant le pari que tout ce petit monde arriverait à fonctionner de manière consensuelle, concertée. Et au bout de 3 ans, on constate que ça fonctionne. Et on n'en parle pas beaucoup parce que c'est des sujets un peu techniques, mais c'est une vraie réussite. Oui, mais c'est quand même alors peut-être le principal enjeu finalement, que cette défense ne soit pas, alors pardon pour l'adjectif qui est trop utilisé, hors sol. En fait, qu'elle s'ouvre, que ce ne soit pas une sorte de château fort. Bien sûr. Et qu'elle s'ouvre justement sur les communes... Alors, vous avez parlé des enjeux prioritaires tout à l'heure des années à venir. Celui-ci en étant naturellement. Le quartier a été construit, déjà il a été construit sur une dalle. C'était les
grand paradigme de l'urbanisme un peu majestueux des Murges des années 50-60. Donc une dalle qui a été faite, qui a 12 mètres de dénivelé. Pompidolien. C'était même avant. Pompidou, Même avant, mais, ouais. enfin, Voilà. beaucoup pris son essor sous Pompidou. Et donc on a concrètement un dénivelé, par exemple, de 12 mètres entre la dalle de la Défense et les communes avoisinantes. Donc 12 mètres, ça veut dire des volets d'escalier, des ascenseurs. Et c'était un problème par le passé parce que ça nuisait au fonctionnement courant du quartier, ça nuisait aux connexions évidemment avec Nanterre, plutôt Courbevoie comme on le disait. Et ça va encore plus être un sujet à l'avenir dès lors qu'un de nos défis pour justement la période de l'après-crise, ça va être de continuer à humaniser, à pacifier ce quartier. Il ne s'agit pas de nier ce qu'il est, de nier le fait qu'il y a des tours, de nier le fait que c'est un pôle économique exceptionnel en Ile-de-France et en France entière, mais pour autant, nos usagers, nos utilisateurs demandaient déjà avant la crise et vont le demander de plus en plus à pouvoir bénéficier de conditions de vie, de conditions d'urbanité qui se rapprochent un peu plus d'un centre urbain, entre guillemets, normal. Ouais. Et tant qu'on a une dalle avec 12 mètres de dénivelé par rapport au sol naturel, c'est difficile. Donc c'est un de nos sujets c'est un de nos sujets prioritaires. Enfin, c'est-à-dire qu'on le vit tous, mais j'avais pas la perception effectivement de cette dalle 12 mètres. Mais en même temps, qu'est-ce que vous n'allez pas la rabaisser. Donc alors on va pas la rabaisser, mais il y a heureusement tout un tas d'idées, de techniques, de concepts architecturaux qui permettent de gommer progressivement cette frontière. On a un projet emblématique à cet égard qui est en travaux depuis l'année dernière et qui va se terminer l'année prochaine, qui est l'aménagement d'un secteur qui a le beau nom de Rose de Cherbourg, tout simplement parce que c'est le croisement de notre route périphérique avec l'ancienne nationale qui allait vers la Normandie. C'est un échangeur autoroutier comme on en faisait dans les années pompidoliennes avec des boucles, etc. Un rêve d'ingénieur des ponts, mais évidemment difficile à traverser quand on est piéton avec une poussette ou un vélo. Et donc, ce qu'on s'est mis à faire, ce n'est pas d'ailleurs à démolir ou à effacer cet échangeur autoroutier, mais on le transforme progressivement. On transforme ces boucles et ces bretelles autoroutières en promenade piétonne, en espace paysager, de manière à créer une transition qui sera jamais naturelle, puisqu'elle porte par nature la marque de l'homme, mais qui sera beaucoup plus facile à vivre entre le quartier d'affaires et Puteaux. C'est un exemple. J'ai lu que vous disiez que rêver d'une mixité logement-bureau à la Défense n'était pas crédible. Je ne sais pas si c'est crédible sur le long terme, on n'en sait pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ça ne vous semblait pas quelque chose de réaliste là, en ce moment Disons que ça nécessite de franchir un certain nombre de contraintes, mais qui sont les mêmes qu'on veuille faire ce genre d'opération de transformation de bureaux en logement à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à la Défense. Il y a d'abord des contraintes techniques, réglementaires, parce que les normes de sécurité incendie, par exemple, ne sont pas les mêmes, et c'est totalement déterminant pour la conception des locaux. On a des considérations architecturales qui ne sont pas les mêmes, on a évidemment des équilibres économiques qui ne sont pas non plus les mêmes pour les investisseurs entre un actif de bureau et un actif de logement. Et puis après, ça pose plus généralement la question de l'intégration urbaine. C'est bien beau de dire qu'on transforme une tour de bureau en tour de logement. Si les gens ensuite n'ont pas d'école, n'ont pas de crèche, n'ont pas d'espace public qui leur permettent de vivre normalement, on aura tout raté, puisqu'à ce compte-là, autant rester à la situation actuelle, c'est moins compliqué, moins coûteux, moins... Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est un projet tellement considérable. Il faut le faire par expérimentation. La Défense a toujours eu une vocation d'exemplarité, d'innovation en matière technique et architecturale. C'est encore une fois toute l'histoire du quartier. On le voit quand on s'y promène. Ouais. Donc moi, ce que je souhaite et ce que la gouvernance de l'établissement souhaite, c'est que par petites touches, par expérimentation, on voit et on s'inscrive dans une logique de démonstration pour voir projet après projet, tour après tour, si c'est pertinent, si ça a un sens, comment ça peut être fait. On a d'ailleurs d'ores et déjà un exemple. Alors c'est pas pour faire du logement familial, mais on a un exemple à Puteaux, donc juste au bord de la Seine, un exemple de transformation d'un immeuble de bureau des années 70 en hôtel sous l'enseigne Umama Shelter qui ouvrira prochainement. Donc qui est déjà d'une certaine manière une transformation de bureau en immobilier résidentiel en tout cas. Mais ce projet, comme ceux qui suivront, sont à chaque fois une équation particulière. Bon, alors il y a évidemment tout le sujet des transports, mais celui-là, il est considérable. Mais quand même, c'est le deuxième plus gros hub de transport après Châtelet de la région parisienne, c'est ça. Donc là, oui, c'est dans le cadre, j'imagine, du Grand Paris. Mais pour en revenir quand même à ce qui était ma question principale, et puis on a passé très très vite, vous n'avez pas, vous, d'inquiétude particulière sur la fin de la Défense, finalement, sur l'idée que le monde d'après, ce ne soit pas d'aller dans ces grandes tours de bureaux
et qu'elle soit petit à petit désertée? Alors, ça dépend ce qu'on appelle quartier d'affaires. Si effectivement on ramène le concept de quartier d'affaires à une image d'une dalle avec une collection de tours qui sont toutes les mêmes et au sein de ces tours qui ont toutes les mêmes étages de bureaux en open space éclairés par des néons gris, ça effectivement c'est pas le futur, mais c'est pas le présent et c'est pas non plus le passé depuis au moins 20 ans. Je sais pas si du Houellebecq, c'est vrai qu'il a très bien décrit les Olympiades où ça se retrouve un peu, mais on a la même chose chez nous encore. Ça c'est sûr que c'est plus possible et c'est plus pertinent et c'est plus souhaitable. Mais en revanche, que le quartier d'affaires, parce qu'il implique en termes de centralité, de concentration, d'offres de services et de qualité de l'espace public, on parlait de la dalle. La dalle, elle a plein d'inconvénients en matière urbaine, mais elle a aussi l'immense avantage d'offrir un grand espace public où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bruit. Et ça, dans un monde d'après-Covid où les gens se poseront la question forcément, avant de sortir de chez eux, des conditions dans lesquelles ils pourront cohabiter les uns les autres. Est-ce bien utile que je sorte, quoi? Voilà, ça va être ça la grande question. C'est toute la question que la vie professionnelle, de manière générale, va devoir résoudre dans les années à venir. C'est comment on arbitre entre le fait de rester chez soi et le fait d'aller au bureau. Exactement. Et on n'ira pas au bureau comme une fin en soi, on ira au bureau si ça a une valeur ajoutée en termes de qualité immobilière, en termes de sociabilisation, en termes d'offres de services, en termes d'accessibilité. Et pour tout ça, jusqu'à ce qu'on invente un nouveau concept urbain, je sais que l'imagination est souvent fertile, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux qu'un quartier d'affaires ou qu'un quartier de ville, en tout cas, avec la centralité, la connectivité en transport. Mais c'est super intéressant parce que pour vous, c'est une nouvelle forme de concurrence. Il y avait une forme de concurrence même à l'échelle internationale et européenne entre les différents quartiers d'affaires. Et là, vous avez une nouvelle forme de concurrence qui est de nous séduire par rapport à notre propre domicile, finalement. Voilà, il va me falloir une bonne raison pour aller à la Défense. C'est ça. Après, je ne crois pas que la notion de compétition internationale plutôt que de concurrence disparaîtra, mais elle s'appréciera différemment. Et d'ailleurs, on coopère plutôt qu'on se fait concurrence avec nous. Un petit mot là-dessus d'ailleurs, parce que c'est la toute fin. Au moment du Brexit, enfin, je me souviens d'Édouard Philippe disant le red carpet, le tapis rouge de David Cameron, bah, vous allez voir, on va le mettre de l'autre côté, et c'est nous qui allons attirer l'ensemble de ceux-là. Finalement, il ne s'est rien passé. Alors, on n'a pas vu de grands mouvements, de grandes migrations d'entreprises comme on avait pu éventuellement s'y attendre dans les années 2016-2017 au tout début. Il faut se souvenir d'abord que l'accord qui entérine le Brexit et qui définit ses règles, il existe depuis quelques mois. Il existe depuis le 31 décembre 2020. Il n'est même pas complètement écrit en matière de services financiers. Mais au-delà de ça, effectivement, je ne suis pas sûr que le sujet de l'avenir soit de se faire concurrence avec Londres ou avec d'autres métropoles européennes et mondiales, au sens de se piquer des entreprises, de se piquer des salariés. Quand on y pense, c'est extrêmement compliqué de déménager une entreprise entière d'un pays à l'autre. Alors, on a quand même fait des choses pour faciliter l'accueil des salariés étrangers. On a accueilli l'autorité bancaire européenne, qui était un vrai exemple de relocalisation qui s'est déroulée il y a 2 ans. On commence dans les mois qui viennent la construction d'une école européenne, donc un établissement d'enseignement du primaire au lycée qui accueillera les élèves étrangers. Mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'on aille bien au-delà de ça. Le sujet n'est pas forcément, encore une fois, de se piquer des entreprises, c'est plutôt d'exister à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, en matière de soft power, en matière de capacité à attirer des investissements étrangers. Ce qui fait les projets, il ne faut pas l'oublier, dans un quartier comme la Défense, c'est d'abord l'investissement avant les entreprises. Et pour tout ça, je pense que ces notions continuent d'avoir une vraie actualité et qu'on a encore toute notre carte à jouer. Merci Pierre-Yves Guis, merci beaucoup. Donc le directeur général de Paris La Défense, c'était notre invité sur Bismart. On repart les amis, mais d'ailleurs on change radicalement d'univers. Je ne sais pas si on pouvait plus changer d'univers en France que de passer du quartier de la Défense et du développement du quartier de la Défense à... C'est quoi d'ailleurs Marilène, donc Marilène Guérard qui est avec nous, directrice générale de Centre France Pub. C'est quoi? C'est de Clermont-Ferrand jusqu'à Chartres-Orléans à peu près Chartres-Orléans, Le Puy au sud, Limoges à voilà, l'ouest, ça et Roanne à l'est. Vous avez l'Auvergne très large, etc. 1/5 du département, du pays, pardon. 1/5 du territoire français, oui, 13 départements. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle la fameuse, alors vous ne portez pas après, mais c'est la fameuse diagonale du vide aussi C'est l'empire du milieu, je dirais. C'est l'empire du milieu. Mais d'ailleurs, je regardais un peu votre territoire, quand on tourne un peu la carte, c'est pas très très loin de faire la carte de la Chine. Vous l'avez remarqué vous-même? Oui, j'ai remarqué ça. Voilà, en termes de forme. En termes de forme. Absolument. Non, mais 13 départements, une vingtaine de marques médias quand même, 500 journalistes dans le groupe Centre France, et Centre France Pub, qui est donc la régie publicitaire du groupe. Donc le bras armé commercial. Et vous avez, et puis en termes de grands titres de presse, alors je crois que c'est La Montagne qui est La Montagne, le cœur du truc. Quotidien centenaire et Nouvelle République, la République du Centre à Orléans. La République du Centre à Orléans.
le Berry Républicain à Bourges, le Journal du Centre à Nevers, le Populaire du Centre à Limoges, et puis des hebdomadaires comme le Pays Rouennais, la Voix du Sancerrois, l'Éclaireur du Gâtinais. C'est dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous allez me dire oui, mais on se parle franchement, Marie-Hélène, est-ce qu'aujourd'hui, mais alors c'est ça qui est intéressant, j'adore, hein, franchement, alors on le voit là. Ah, super. Ouais, c'est superbe. Merci. Ah non, mais vraiment. Merci. Pardon, je le dis avec un peu mais ça pète, vraiment. Oui, c'est notre nouvelle... En fait, j'ai vu le truc, et donc, alors, parce qu'il faudrait que je le décrive pour ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous écoutent en podcast, mais j'y arrive pas, mais... Vous proclamez vraiment qu'une publicité nouvelle est arrivée pour l'ensemble de ces groupes du centre de la France. Mais juste, oui. Ce sont des gens alors, qui se battent, c'est des situations que j'ai connues, etc., mais qui gèrent en fait quand même une presse en attrition, ou alors il y a des pôles de développement et des endroits où vous vous dites là, il y a de quoi construire une nouvelle croissance. Alors ça, c'est tout le sujet. En effet, parce que le bateau amiral, le vaisseau amiral, qui est le quotidien, les quotidiens qu'on vient de citer, comme La Montagne, Le Populaire, etc., évidemment, connaissent une attrition ou une érosion de leur diffusion, pas forcément de leurs audiences, et même pas du tout de leurs audiences, grâce aux écosystèmes digitaux qui sont à côté des titres papier. Mais surtout, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des poches entières de développement sur lesquelles nous travaillons, avec ce qu'on appelle la construction des verticales, c'est-à-dire des environnements thématiques, pour ne pas jargonner, des environnements thématiques. Là, on a le droit un peu, Bismarck, c'est fait pour ça. Ah, on a le droit. Oui, on parle. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la renaissance, vraiment sans jeu de mots et sans en rajouter, la renaissance des marques médias locales très implantées localement passe par une segmentation de leurs audiences et passe par un meilleur service aux lecteurs et aux annonceurs à travers une proposition éditoriale. Mais segmentation de leurs audiences, elle est déjà géographique, la segmentation de leurs audiences est fortement géographique. Et elle devient thématique. Et elle devient thématique avec la construction de ces verticales, notamment sur les loisirs, sur l'immobilier, sur la formation, par exemple. Oui, mais si on prend les noms que vous avez cités, La Montagne, la République du Centre, etc., chacune va avoir en son sein ses propres thématiques. Il ne va pas y avoir une spécialisation de La Montagne sur une thématique particulière. Ce sont des thématiques qui intéressent tous les lecteurs, tous nos lecteurs au sens large, au sens groupe, sur l'ensemble du territoire des 13 départements, et que nous déclinons territoire par territoire, marque média par marque média. Mais les thématiques restent communes. Quand on travaille, si vous voulez, par exemple, un thématique qui va sortir cet été, qui s'appelle Heure d'été, sur comment redécouvrir nos territoires en été, quand on ne peut pas aller à plus de 10 km de chez soi, par exemple. Oui, non, mais c'est très intéressant. Comment obtenir l'information servicielle, territoire par territoire, commune par commune. C'est vraiment ça qu'on retravaille et qui permet, je pense, à un certain nombre de lecteurs de redécouvrir les marques médias de la presse quotidienne régionale et hebdomadaire. Mais c'est le boulot du syndicat d'initiative, c'est le boulot de l'Office du tourisme, c'est le boulot de la région, Non, mais c'est bien sûr. Mais vous voulez, parce que c'est ça quand même, globalement, ce qui a fait la force de la presse en région, c'est le service, en fait. C'est les infos de service. C'est le service et c'est aujourd'hui un enjeu clé autour de la data, puisqu'il s'agit d'organiser les flux de data et ces flux de données que nous remettons en scène en les éditorialisant, ça va vous parler. On les éditorialise, mais on travaille avec les gens que vous venez de citer, les régions, les offices du tourisme, les départements, pour justement agréger cette data et en faire une histoire à raconter aux acteurs de notre territoire. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que cette diversification, finalement, puisqu'il s'agit bien de ça, se fait à la fois sur le print, sur le digital, sur les services qu'on peut proposer dans la vraie vie, des événements sur mesure, par exemple, lorsque le contexte le permet, et aussi, bien évidemment, beaucoup plus largement sur une proposition de service qui va prendre de la dimension à la fois pour les lecteurs et pour les annonceurs. Mais je voudrais je le dis à la régie, mais je voudrais qu'on la laisse l'image parce qu'elle me plaît, moi, voilà. Et puis, voilà. Mais alors, parce que quand même, il faut poser la question qui fâche. Est-ce que ça, là, ce cri, voilà. C'est un cri. C'est un cri. C'est exactement ça. C'est un cri que pousse un barbu moustachu, d'ailleurs. Il a les deux. C'est formidable. C'est vrai. Est-ce que ça colle avec les marques de presse dont on vient de parler? Moi, j'en parle avec un infini respect. J'ai fait mes études de journalisme il y a 40 ans. Enfin, pas tout à fait, mais on va dire il y a 35 ans. Voilà. Et on apprenait à travailler pour ces titres-là. Et bon, voilà. Vraiment, on les respectait profondément. Est-ce qu'aujourd'hui, ces marques ne portent pas quand même un peu le poids des ans et sont capables de porter une ambition qui Alors, sur le papier, comme ça, tel que vous venez de le décrire, ça ne colle pas. Ah. Ça ne colle pas.
Sauf que dans la réalité, notre offre aujourd'hui en tant que régie pub locale, c'est évidemment considérablement diversifié. Donc bien sûr, nous monétisons les inventaires des éditeurs qu'on vient de citer, print, digital, mais surtout, on a quand même basculé beaucoup en se diversifiant pour être au plus près des besoins de nos clients en local. Et vous savez, les entreprises en local, enfin vous le savez encore mieux que moi, achètent du Facebook, enfin achètent des campagnes sur Facebook, achètent du Google Ads, achètent leur site internet, leur page web, ont besoin de le référencer. Donc notre catalogue d'offres s'est aussi diversifié sur ces sujets-là, ce qui nous amène finalement à décoller un tout petit peu de l'image, peut-être que vous avez des marques médias centenaires que nous représentons, sans pour autant les renier, mais au contraire en capitalisant sur ce socle et en disant aux annonceurs que nous servons chaque jour, OK, nous savons faire un dispositif presse, nous savons vous conseiller sur le dispositif qui ira le mieux, print, digital, mais nous savons faire aussi autre chose et nous sommes capables d'animer vos réseaux sociaux, nous sommes capables de développer votre site e-commerce. D'où cette image, si vous voulez, qui se veut un peu électrochoc aussi dans la perception que Centre France Pub doit générer sur son marché. Donc oui, parce que je ne l'ai pas dit, alors pardon, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on jargonne, mais effectivement, vous êtes une régie, donc ça veut dire que vous ne créez pas la publicité, en revanche, vous conseillez sur quand la produire, où la produire, quelle cible viser, enfin voilà, tout ce qui ensuite va être le développement de l'impact de cette campagne. Voilà. Oui et non, parce que, pardon, je me permets, étant donné que nous travaillons en local, donc siège basé à Clermont-Ferrand, mais rayonnant sur 13 départements, les annonceurs dont on parle n'ont pas forcément les moyens d'avoir une agence créa. Donc, si vous voulez, pour 90% de nos annonceurs, nous fabriquons les pubs. Nous fabriquons les messages et au-delà de ça, on fabrique le support concret, print, digital, etc. Donc oui, bien sûr, notre réalité première, c'est d'être le bras armé commercial du groupe et de monétiser les inventaires. La phase numéro 2 de la transformation, c'est de proposer un catalogue d'offres beaucoup plus large qui passe par la diversification digitale, événementielle et bien sûr verticale dont je viens de parler. Et en plus de ça, de rester extrêmement moteur et pertinent sur les aspects créa, puisque les entreprises locales se tournent vers nous pour de la création de logos, par exemple, ou des créations d'identité de marque. Et je précise que le barbu qui crie, que vous semblez apprécier, a été créé en interne. Voilà, c'est une campagne et un nouveau logo, une nouvelle identité qui ont été créés en interne par les équipes graphiques de Centre France Pub. Alors, je crois que c'est vous qui j'ai adoré le terme activateur d'économie locale. Oui. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu, par exemple, les commerces qui se transforment doivent le faire savoir. C'est-à-dire, il y a des enjeux dans le rebond qu'on attend tous. C'est exactement ça. Il y a des enjeux dans le rebond et il y a un enjeu pour nous à être l'intermédiaire ou le catalyseur de ce rebond. C'est ça. L'activateur d'économie locale, c'est celui qui va participer à la mise en relation des acteurs du territoire, les institutionnels, les chambres consulaires, les entreprises, tous les partenaires, pour arriver à se fédérer et finalement à organiser la relance et le rebond. Mais ça va bien au-delà du contexte qui nous occupe aujourd'hui. Je pense qu'activateur d'économie locale, en réalité, c'est l'ADN de Centre France Pub sur son territoire. Oui, mais là où, pour terminer, Marie-Hélène, c'est qu'il y a un climat, là, en ce moment, je ne vais pas dire anti-pub, mais enfin pas très très loin quand même. C'est-à-dire des gens qui ont complètement perdu la notion que la publicité est indispensable à l'activité économique. Voilà, donc je voulais, avec vous et à travers vous, le rappeler, indispensable, et particulièrement, à la limite, en Île-de-France, etc., avec des trafics très importants. Bon, pourquoi pas, vous pouvez peut-être faire redémarrer une chaîne avec des billboards sur les magasins, mais particulièrement en région. Oui, alors c'est d'autant plus vrai que, bien sûr, on va avoir besoin de carburant dans le moteur. Ouais, exactement. Ça, c'est certain. Mais si vous voulez, je crois quand même, et c'est ce qu'on cherche à dire à travers ce renouvellement d'identité, que ça ne pourra se faire qu'avec beaucoup plus de sens, du sens que nous y mettrons, nous, en tant que prestataires, mais bien sûr, les annonceurs aussi, c'est-à-dire communiquer, oui,
Mais encore une fois, si c'est simplement pour qu'on se dise c'est quand même bien de faire un quart de page dans la PQR, c'est utile, vous touchez des audiences de masse, 35% de pénétration en moyenne, c'est bien, mais sincèrement, c'est loin de suffire. Ça suffit plus, ouais. Donc, je pense que nous remontions avec eux dans la chaîne de valeur, et c'est quand même mieux de s'asseoir à côté d'un annonceur pour réfléchir à sa stratégie commerciale, Et marketing, construire toute une image de marque. et donc construire sa communication, bien sûr. C'est exactement là que nous souhaitons être. confiance, expertise, solidité, proximité. Voilà votre slogan, on va terminer là-dessus. J'aime bien Merci. solidité. C'est beaucoup Merci. mieux que résilience. Mais non, mais partout, résilience, j'en peux plus de résilience. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ah bah super. Je suis d'accord. Non, Merci. solidité, c'est Merci bien. d'avoir remarqué. Voilà, Marilène Guérard, donc la directrice générale de Centre France Pub, était notre invitée sur Bismart. Et donc, on termine dernière partie de Bismart avec Fabrice Bonifay, le directeur du développement durable de Bouygues, mais surtout président du C3D. C'est-à-dire, tu me rappelles ce que c'est, Fabrice? C'est C3D, une association de professionnels de la RSE Voilà. qui regroupe 190 entreprises à date. Et qui, on va le voir là, d'ailleurs, il va s'afficher, qui sort donc un bouquin qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier le monde des affaires et limites planétaires. Et Fabrice, je te disais, il a un petit sourire, parce qu'on va s'étriper, Fabrice. Non, mais sérieusement, c'est un traité politique que tu as fait. Politique, Ouais, politique. c'est pour sauver nos entreprises, avant toute chose. Tu dis, il y a un chapitre qui s'appelle l'alignement sur les faits scientifiques. Oui, c'est le premier. Et je pense que c'est la clé, on est d'accord, Fabrice, c'est la clé de tout. Ouais. Et à l'intérieur, tu ne fais qu'enfiler des slogans, alors certes intéressants, hein, mais que des slogans, absolument. Et je tombe sur cette phrase, et moi, cette phrase, c'est un peu mon obsession aujourd'hui. Ça le fait marrer, là, mais c'est pas... Non. Donc, la croissance infinie dans un monde fini en ressources n'est qu'une pure fiction. Le fait qu'on tienne... Alors, oui, c'est ça. Pardon, parce que j'avais mis dans mes citations, il faut que je m'arrange. La croissance infinie dans un monde fini en ressources n'est qu'une pure fiction. Le fait qu'on tienne son discours depuis 2 siècles, c'est-à-dire, c'est déjà ce que les Anglais disaient à propos du charbon en 1850. Oui, c'est le traité de Rome, c'est le rapport Meadows. Oui, il y a plein de gens qui l'ont dit avant moi. Ouais. Mais surtout qu'ils le disent depuis 2 siècles, et puis depuis 2 siècles, on trouve des solutions pour pallier ce sujet. Combien tu mesures, Stéphane? 1m71. Bon. Je tiens à mon petit centimètre en plus, comme tous les gens qui sont petits. Voilà, comme moi d'ailleurs, 1m71. Oui, il me semble l'avoir vu d'ailleurs, à un moment dans le bouquin, tu le dis d'ailleurs, Voilà. 1m71. Et tu t'es bien arrêté de grandir un jour. Ouais. Bon, et ça t'a pas empêché de vivre. Ah, mais non, Ouais. ça, je rêve, ça. Bon. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces anomalies là? Enfin, ces rapprochements. Non, je c'est pense- pas un alignement sur les faits scientifiques. Non, mais regarde, tu dis. Ah, ça, c'est un fait scientifique qu'on arrête de grandir. Ouais, malheureusement pour nous d'ailleurs. La croissance infinie a pris du plomb dans l'aile. Croire, faire croire et même laisser croire une ineptie pareille est désormais plus criminel Ouais. que ridicule. Oui. Bah oui, parce que... Croire en la science. Croire qu'on va trouver des solutions comme l'humanité a toujours trouvé des solutions pour continuer son développement, ça c'est criminel. Non, Criminel, tu dis, Fabrice. Ce qui est, non, mais ça dépend quelle lecture tu as de cela. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques difficultés dans le modèle de développement qu'on a eu jusqu'à présent. On est parfaitement d'accord. Ne serait-ce que les émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Donc, ce qu'on dénonce dans ce bouquin, c'est que l'essentiel du développement a été possible grâce à des énergies qui sont aujourd'hui le problème de demain. Tout à fait. Et que si on veut réconcilier le monde des affaires, c'était l'objet du bouquin, et les limites planétaires, il faut déjà apprendre un nouveau modèle de développement qui va pouvoir se passer de ces énergies fossiles. C'est ça, en fait, le nœud du problème. Tu vas beaucoup plus loin dans ton bouquin. Tu vas beaucoup plus loin. Ce problème-là, cette première limite mais si tu scientifique... t'étais arrêté là, on serait d'accord. C'est là, déjà. Ah ben oui, mais si tu t'étais arrêté là, on serait d'accord. Sauf que derrière, en fait, t'en tires la conclusion qu'on n'y arrivera pas. Et que donc, il faut rentrer dans une forme de décroissance. C'est-à-dire, tu en tires la conclusion qu'on ne peut pas substituer, en fait, des énergies aussi puissantes aux énergies fossiles. Je me trompe pas, hein, Fabrice? On peut le faire, mais en adoptant un modèle qui inclura en fait la sobriété et l'usage et l'intensité d'usage. Parce qu'en fait, il faut parler des solutions. Les constats, tout le monde les connaît.
Et donc, par contre, ce qui est quand même un peu nécessaire aujourd'hui, c'est de parler du comment. Parce que le pourquoi, ça fait des années qu'on parle du pourquoi. Et dans le comment, si tu as été dans les autres chapitres, on parle des leviers. J'ai oublié mon exemplaire. Voilà. Mais ça m'embête beaucoup parce que. Mais parlons des leviers. Non, parce que on a à un moment, qu'est-ce qu'une entreprise contributive ? Voilà. Donc là, on va y aller. À qu'est-ce qu'une entreprise contributive ? Alors, il me faut non seulement mon exemplaire, mais il me faut mes lunettes. Qu'est-ce qu'une entreprise contributive ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise contributive ? Alors, c'est une entreprise qui produit plus d'externalités positives qu'elle ne produit d'externalités négatives. Ça, c'est la base même de l'entreprise contributive. C'est une entreprise qui a conscience que de créer la valeur en détruisant de la valeur par ailleurs, c'est pas durable. Et que le prétexte de dire je crée la valeur économique et ça m'autorise à détruire de la valeur écologique, ce discours-là, il est plus audible parce qu'en fait, il n'est pas tenable d'un point de vue scientifique. C'est tout l'enjeu de la première partie du bouquin. Et donc, pour arriver à renverser des modèles économiques pour les rendre réellement soutenables, eh bien, il faut s'intéresser au modèle d'affaires de l'entreprise. Et le modèle d'affaires d'entreprise qu'on propose, et les pionniers, il y a tout un chapitre qui explique qu'il y a maintenant des dizaines d'entreprises dans le monde qui adoptent ce modèle. Absolument. Donc on n'est pas dans l'utopie, dans l'incantation. Il y a des entreprises qui s'y sont collées vraiment. Et il y a un plus petit commun dénominateur que l'on a observé. Et le plus petit commun dénominateur, ça passe par quoi ? Ça passe par une approche beaucoup plus circulaire. C'est-à-dire, on ne vend plus un produit destiné à être acheté par des gens qui vont le posséder et qui vont finir par le jeter tôt ou tard, mais on va plutôt vendre des usages. Et quand on vend des usages, on réduit en fait la pression sur les ressources. Parce que le grand problème, c'est que le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs, des machines. On sait qu'il y aura moins de ressources disponibles. Si on augmente l'intensité d'usage, si une voiture, par exemple, au lieu d'avoir une voiture, un utilisateur, on a une voiture X utilisateurs, eh bien, ça permet de continuer d'utiliser la voiture. Donc, on n'est pas dans le retour au Moyen-Âge, mais on baisse la pression sur les ressources. Qu'est-ce que vient faire là-dedans, par exemple, le management ? Donc il y a, c'est intéressant d'ailleurs, hein, il y a, vous avez, voilà, je le montre là à la caméra si on peut le voir, toute une série d'items, il y en a combien ? Une trentaine. Une trentaine, voilà. Ouais. Réponse A ou réponse B, c'est bien ou c'est pas bien. Et donc, j'ai le mal. La logique managériale est l'exécution, la subordination, la conformité et l'obéissance. Et puis le bien, la logique managériale est la responsabilité, l'autonomie, la confiance et l'initiative. Absolument. Sans doute, tu as raison. Hein, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Si j'ai envie de... la Légion étrangère peut être sans doute une entreprise contributive. Oui, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Ce qu'il y a à voir là-dedans, c'est que réinventer l'entreprise, ça veut dire laisser des espaces de créativité, laisser la possibilité aux collaborateurs de tester, d'expérimenter et de ne pas appliquer sans cesse un processus qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Rien n'est moins efficace aujourd'hui de vouloir rendre plus efficace une tâche qui ne devrait plus exister. Et dans beaucoup d'entreprises, en fait, on répète, comme avec la force de l'habitude, des processus qui sont aujourd'hui inefficaces pour prendre en compte les enjeux de long terme. Si on veut permettre aux collaborateurs d'inventer des nouvelles choses, il faut leur laisser des espaces de liberté, de créativité et leur permettre le droit à l'erreur. Eh bien, on ne pourra pas inventer l'entreprise de demain sans libérer un minimum la créativité des collaborateurs. Parce que les solutions sont dans la tête des collaborateurs. Bonne réponse. Mais en fait, le sujet quand même, c'est que j'ai l'impression, et c'est toujours le problème que j'ai moi aujourd'hui, c'est qu'au nom de ce nouveau modèle de croissance, voilà, on va l'appeler comme ça. Voilà, nouveau modèle de croissance. Oui, ouais. Mais on nous impose des agendas qui n'ont rien à y faire. Des agendas et des dogmes qui n'ont rien à y faire. Alors les agendas, encore une fois, c'est pas Bonifay qui indique. Les agendas, ce sont les scientifiques qui le donnent. Aujourd'hui, si on considère... On prend l'exemple actuellement de la crise du gel chez les viticulteurs. Non, mais tu vois, par exemple, Fabrice, les investisseurs privés constituent l'essentiel de la structure actionnariale de l'entreprise. Ça, c'est pas top. L'entreprise a choisi le statut d'entreprise à mission et ou modèle de fondation d'actionnaires. Ouais. Non, mais attendez, on ne pourra pas... Tu comprends, c'est là où on est sur des agendas différents. C'est-à-dire qu'en gros, on veut modifier le capitalisme. Voilà. On veut le rendre plus responsable par rapport aux enjeux de long terme. Mais les actionnaires, la finance, vont être la plus grande force de responsabilité, Fabrice. Ah, à condition qu'ils se dépêchent. Mais ils sont en train de se dépêcher. Oui, on le sent, on le voit. Ils sont en train de se dépêcher. Oui. Et qui est-ce qui a imposé la première motion climat ? C'est quand même un événement. La première motion climat a été débattue en Assemblée Générale chez Vinci. Oui, voilà. C'est vrai. Bon.
Eh ben, c'est TCI qui, enfin, bref, c'est les actionnaires, Oui. l'ensemble des actionnaires qui ont imposé ça. C'est ce qu'il faut faire, sans doute. Mais attention, qu'on se mette d'accord. L'agenda des solutions, pour arriver à changer ce modèle, on a un agenda qui est extrêmement court en temps. On doit diviser par 2 les émissions d'ici 2030 à l'échelle planétaire et par 3 d'ici 2050. Et ça, ce sont les faits scientifiques. Donc il ne reste pas énormément de jours pour faire cette mutation, pour faire cette transition. Et l'urgence climatique, il s'agit bien d'urgence climatique, c'est avoir la responsabilité, avoir la lucidité de comprendre que, certes, il faut laisser du temps au temps, mais regarde ce qui se passe actuellement Oui, alors, avec les viticulteurs. Tu évites... Les viticulteurs qui sont en train de vivre un drame. Oui, enfin là, non, Ah, non, 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 non. Un coup de gel, c'est... Non, si, c'est un drame parce que Oui, ces gens-là, ils vont mais- perdre des revenus. Non, non, mais il y en a eu avant, il y en aura après. Enfin. Oui, mais c'est plus grave aujourd'hui. Non, Fabrice, là, C'est franchement, plus grave aujourd'hui. Pardon, voilà, bah, C'est plus grave parce qu'on ne pourra pas tous les ans. On pourra pas tous les ans. là, tu joues à Trump. Ah, bah non, non. Mais non, si, enfin, je veux dire, la Non. météo et le climat, enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est pas la même chose. Non, la météo et le climat, c'est 2 choses différentes, mais le climat va induire des phénomènes météorologiques qui vont être récurrents et qui vont être des catastrophes pour l'agriculture. Et, Bon, mais de toute façon- et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte maintenant, pas dans 10 ans. Tu évites souverainement la question nucléaire. Ah non, 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 on en parle. Si, on en parle, on en parle. Non. Ah si, mais cherche bien, je peux pas te donner la page faut vraiment exacte. bien chercher, hein. Oui, si. Allez, on faut... Là, le nucléaire est un mal nécessaire, on en a déjà parlé ici, et on en a parlé avec mon ami Jean Covici. On aura besoin absolument d'électricité nucléaire pour assurer une transition juste et arriver à décarboner le plus vite possible. On ne pourra pas passer du tout fossile au tout renouvelable, si tant est que ce soit possible un jour, sans passer par la case nucléaire. Aujourd'hui, tous ceux qui ont un peu étudié la question savent que cette lucidité-là, il faut l'avoir, il faut l'affirmer. Mais le nucléaire, alors ça c'est une question sérieuse que je pose, le nucléaire ne peut pas te donner justement la puissance qui te permet de garder ce modèle de croissance. 7% de l'énergie mondiale, c'est du nucléaire. 7%. Oui, mais... Ça fait combien de plan de centrales construction massif. Ah bah oui, ça Ouais, fait c'est combien ça. de centrales à construire aujourd'hui entre maintenant et 2050 Pas jouable. trouver les sites, trouver Non, mais aussi, d'accord, c'est pas aussi j'entends facile la que ça. réponse. J'entends la réponse. Même en France déjà. Essayons de renouveler notre parc. Ça sera déjà bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que... Enfin, je crois que les autorités politiques n'arrivent pas... Enfin, bon, bref. Ça, c'est un sujet. Alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. C'est que l'agenda, il est politique là-dessus. Il n'est pas du tout aligné sur les faits scientifiques. Eh ben, il faudrait qu'il le soit. Alors, il y a quand même 2-3 trucs qui sont très très intéressants hein, dans le bouquin. J'ai été chercher un peu parce que ça m'amuse. Tu as une forme de méfiance envers les labels, ça m'intéresse. Ouais. Bah d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui ai une forme de naissance, parce que le gouvernement a demandé récemment aux gens qui s'en occupent de faire un peu le ménage entre les labels autoproclamés, les labels qui ont fait l'objet d'une vraie concertation avec les parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, il y en a trop et les gens ne s'y retrouvent plus. Ouais, c'est ça. Donc, les labels en tant que tels, c'est très bien, mais quand il y en a trop, ça devient illisible. Donc je pense c'est nécessaire au bout d'un moment de balayer un peu, de regarder un petit peu quels sont les labels qui sont sérieux, ceux qui le sont moins. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics de définir des critères d'éligibilité d'un label qui se veut véritablement sérieux et responsable. Mais alors, celui dont tout le monde parle, Bicorp, il est sérieux, il est sérieux Non, celui-là. c'est pas un label, le Bicorp. Bicorp, c'est un questionnaire que les entreprises acceptent, auquel les entreprises acceptent de répondre, et qui, sur la base d'un certain nombre de points, fait qu'on est Bicorp ou pas Bicorp. Ouais. Bon, je fais la différence entre les labels système, qui s'associent aux entreprises, et les labels produits, qui s'associent à un produit particulier qui donne les caractéristiques d'un Attends, je produit. comprends pas. Bicorp, c'est un label système. Oui, système. D'accord. Ouais. Mais il est solide celui-là ou pas? Oui, je pense qu'il est solide. Pas tant que ça, je vois. Enfin, tu fais la moue. Attention, c'est de l'autoproglammation. Certes, les entreprises doivent apporter des preuves, mais il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas d'audit D'accord. sur le terrain. D'accord. Les Américains sont très très forts pour faire ce genre de trucs. Maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux d'être Bicorp que de ne pas être rien du tout. D'accord. Mais il ne faut pas non plus rêver, ça suffira pas. Et alors, les labels produits, c'est quoi? C'est Nutri-Score, ce genre de trucs, quoi. C'est le label rouge. Oui, voilà, c'est c'est des labels qui s'identifient en fait à un produit en apportant des caractéristiques. Par exemple, pour l'agriculture ou pour un produit alimentaire, il n'y a pas de pesticides. Le DG des fermiers de Loé, inventeur, je ne le savais pas, inventeur du label rouge. Il était à ta place la semaine dernière. Extraordinaire, passionnant. C'est bien le label rouge. Mais parfaitement, oui. Oui. Parce que celui-là, il a été défini il y a très longtemps, il est sérieux, il est reconnu ensuite par la population. Il y a beaucoup d'autres labels aujourd'hui. On ne sait pas trop comment il a été défini et ça va peut-être un peu trop vite. Donc il y a besoin de faire un peu le ménage dans les labels. Mais ça, par exemple,
agriculture raisonnée, bien-être animal, etc. C'est pas une confusion des agendas avec la question du carbone et du réchauffement climatique? Tout est lié, tout est interdépendant. Je pense que c'est bien. C'est ça que j'ai du mal. Ben oui, mais si. C'est ça que j'arrive pas. Mais non, mais attends, je crois que tu as invité plusieurs fois des gens qui s'occupent de ces sujets-là. Ben oui, j'écoute moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de business sans énergie. Tout est énergie. S'il y a moins d'énergie qui rentre dans le système, on peut dire qu'il y aura moins de business. Sauf, et c'est dans le bouquin, on l'explique largement, tu n'en as pas encore parlé, on a des leviers énormes de progrès. Premier levier, la non-qualité et la surqualité. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui produisent de la non-qualité. Il faut le refaire, c'est des rebus, c'est des accidents, c'est des incidents, c'est la matière première utilisée en trop, sans parler de la surqualité. On met trop de matières premières, il y a des gadgets plein les magasins, les gens utilisent à peine 5% des fonctionnalités des produits qu'ils achètent. Mais tout ça, ça consomme des matières premières, tout ça, ça consomme de l'énergie. Par exemple, tu nous parles... Mais oui, mais là, c'est... Ah ben oui. C'est là, on est au cœur. Tu nous parles du Fairphone, par exemple, comme tout le monde nous parle du Fairphone, voilà, démontable, etc. et tout. Il y a combien de temps, je crois? Il y a 5 ans, plus de 5 ans qu'il existe. Les gens l'achètent pas, bon Dieu. Ah ben oui, mais c'est un sujet quand même. Je vais te raconter l'histoire des voitures électriques. Il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y avait déjà les premières voitures électriques, personne ne les achetait. Aujourd'hui, ça fait plus de 10% des ventes en France. Et on peut raisonnablement penser que les voitures urbaines en 2030, il y en aura quand même pas beaucoup qui seront thermiques. Question sérieuse. Parce qu'en l'occurrence, le numéro 2 de Toyota, il n'est pas tout à fait sûr. T'es sûr que c'est la bonne solution, les voitures électriques? Je pense. T'es sûr de toi, là, en termes de bilan carbone général, système contre système, comme on dit? Alors, en coût carbone complet, encore, si on veut. Parce que dans tous ces sujets, en 10 secondes, on dit une connerie, mais il faut un peu plus de temps pour expliquer. OK? Donc, une voiture thermique qui est dans un pays, enfin, qui roule dans un pays où l'électricité est très, très carbonée. Il est probable qu'il vaut mieux rester avec des voitures thermiques, sans doute plus légères, qui consomment moins et qui ont des bilans au kilomètre qui sont... Dans un pays comme la France, qui a la chance d'avoir une électricité décarbonée... Oui, mais il n'y en a pas beaucoup comme nous. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Eh bien, c'est plus intelligent de rouler qu'une voiture électrique. On est d'accord. Et on peut espérer que certains pays qui sont aujourd'hui avec des mix énergétiques très carbonés et qui sont en train de faire évoluer leur mix vers des énergies plus renouvelables, bien que la voiture électrique, dans ce cadre-là, devienne plus intéressant en termes de carbone. Un dernier point qui m'a alors beaucoup intéressé aussi, c'est qu'une entreprise, pour toi, elle ne peut pas s'auto-évaluer. Non. Impossible. Non. Enfin, elle peut s'auto-évaluer, mais enfin, ça suffit pas. Voilà. Il faut fonctionner en réseau là-dessus. Bien sûr. Et on a besoin des autres. Parce que sinon, on tombe dans un syndrome qui s'appelle la certitude. Il y a 3 mots qui mènent au dépôt de bilan. Frontière, méfiance et certitude. Donne-moi ça. Frontière. Surtout, on ne collabore pas. Et puis c'est pas mon domaine, j'ai pas besoin d'aller là-dedans, etc. Et tout. Tu décris énormément d'ailleurs, mais ça c'est beaucoup décrit, la façon dont l'industrie doit devenir une offre de service. Absolument. Oui, voilà. Bon, mais ça a été largement décrit. Donc frontière, méfiance, certitude. Méfiance, bah oui, c'est pour moi qui l'ai inventé, c'est pas bien. Oui, mais certitude parce que je pense que comme mon business passé a très bien fonctionné, je pense que le futur va être une continuité linéaire du passé. Ah ben non, dans un monde qui voudra respecter l'accord de Paris, le futur ne sera pas une continuité linéaire du passé. C'est pas vrai. Est-ce qu'on aura cette double contrainte dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est la contrainte de l'obligation de diminuer les émissions, obligation morale? C'est même pas une obligation sociétale, c'est une obligation morale vis-à-vis des générations futures. Et puis de toute façon, comme je persiste à croire, et ça tu ne me l'enlèveras pas de la tête, qu'on est sur une planète avec des ressources en dimension finie, et ça, il faut l'accepter une fois pour toutes, et que tôt ou tard, ces ressources fossiles qui ont fait la fortune d'une grande partie de nos pays, eh bien ces ressources fossiles, elles vont s'amenuiser, on va rentrer en déplétion. Avec moins de ressources qui rentrent dans la machine, ça fait moins d'énergie. Non, mais revenons sur... Parce qu'il nous reste 40 secondes, mais je trouve ça très intéressant, et tu décris toi-même, et c'est là vraiment précis. C'est-à-dire, la grande difficulté entre fonctionner en réseau, s'auto-évaluer, faire des benchmarks entre entreprises du même secteur, de taille comparable et tout, mais ne pas rentrer dans le secret des affaires. Bien sûr. Voilà. La ligne de crête, elle est... Ah oui, mais il y a ceux qui sauront le faire, c'est ceux qui feront les ruptures, qui leur permettront d'exister et de durer. Bon. C'était Bismart, les amis. Merci, Fabrice. Salut Stéphane. Et on se retrouve demain.